Bonjour à tous. Merci Madame Bloch d'avoir accepté une nouvelle fois de faire, ce petit travail, sur le cerveau aujourd'hui, d'avoir permis de penser à une pratique de la classe qui serait vue sous l'angle du cerveau. Ça fait déjà 6 mois, 8 mois qu'on réfléchit à ça et on s'est mis d'accord sur, le rôle du corps à l'école, le rôle du corps vu sous l'angle du scientifique. À vous l'honneur. Je vous laisse vous présenter peut-être? Oui, je vous dis juste un mot. Donc, merci Roselyne. Moi, je suis donc Evelyne Bloch-Gallego, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Mon sujet depuis longtemps, c'est la compréhension des mécanismes de développement du système nerveux, beaucoup pendant le développement très précoce, puisque même l'embryogenèse m'intéresse beaucoup. De plus en plus, je me penche sur le lien entre développement moteur et développement global, cognitif et psychosocial. Voilà, avec de la clinique. Je m'intéresse beaucoup à la paralysie cérébrale, donc un trouble, qui atteint le tout petit, autour de la naissance. Ça me plaît, de me mobiliser pour venir vous rejoindre, pour essayer d'être à cette jonction entre science et enseignement. Je suis consciente, vraiment chaque fois que je prépare, ces topos, c'est de la mission que vous avez, les enseignants, de comment vous allez vers la tête, mais vous allez vers des individus qui sont, présents, entièrement avec leur corps et leur tête. Quoi faire avec tout ça? Voilà, moi je vous ai préparé tous un peu ce qui me venait autour de cette thématique et on a intitulé ça «Et si la mobilisation de l'élève dans la classe passait par l'engagement du corps?» Je vous dis juste dans le cadre, mais vous le savez, dans lequel je suis là, c'est le cadre de la semaine du cerveau pour faire un petit peu de publicité parce qu'il y a plein de conférences, d'ateliers. Vous avez peut-être le programme, déjà. C'est l'occasion de faire un peu des points sur tout, quoi, j'ai mis des anciennes, thématiques, il y a vraiment sur plein de choses, très, très vastes puisque le cerveau, il gouverne, des tas de fonctions utiles au quotidien. Moi, j'aimerais vous demander ce que vous entendez quand vous avez décidé de vous inscrire, ici. Qu'est-ce que c'est pour vous la mobilisation dans une classe, Vous pouvez y aller, vous pouvez juste envoyer des mots parce que nous, on a eu le temps de réfléchir, ce que c'était pour nous, mais ouais, l'attention. Et aussi, en fait, quelque part, une forme de motivation. La motivation et la mobilisation vont dans le même sens. Attention, motivation, mise en action. Donc effectivement, il y a la notion de corps, durant la classe. Au départ, on était plutôt parti sur l'élève et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y a aussi le corps de celui qui parle, il y a sa manière d'être présent, il y a des mobilisations des 2 côtés, quoi. Et moi, je serais intéressée pour vous et puis pour, les retours qu'on pourrait avoir ensemble, qu'on soit un peu expérimentaux dans ce qu'on fait là. Vous venez pour un sujet sur la mobilisation, mais n'hésitez pas à sentir, même ce qui est pas forcément top, de dire: «Ah là là, mais vraiment j'ai décroché» ou soyez attentifs à vous, vos propres mouvements quand vous écoutez pendant 1 heure et demie, 2 heures, une conférence où vous pouvez interagir, où vous avez envie ou pas d'interagir, mais voilà, juste, ce que ça vous fait. Ça peut être plein de petits indices pour vos pratiques par ailleurs, quoi. Quand on parle du corps, effectivement, il y a beaucoup la notion de présence, comment on est présent. Et vous comme moi, on est présent avec, nos sens, comment on se situe, comment on se perçoit dans cet environnement. Il y a l'environnement moteur, moi je vois que je commence déjà à bouger mes mains, ça c'est chacun, il y en a qui auront envie de bouger sur leur chaise. Il y a beaucoup le sensoriel qui est présent aussi. On pense assez facilement à la vision parce qu'on se regarde, on pense assez facilement, je pense à l'audition qui est hyper importante, mais il y a aussi l'odorat qui peut être, stimulé et puis même le goût. Quelqu'un qui a un mauvais goût, enfin qui est pas en forme, peut être, mal en fait pour se mobiliser. Donc il y a un an tous les sens. J'y reviendrai après, mais ce qui a été montré, je vais essayer sûrement qu'il y a beaucoup d'items sur lesquels je vais, parler, dont certains, qui ont été nommés là. Ce que je vais vous l'avez intuitivement, vous avez peut-être déjà lu de la science dessus, mais je vais essayer autant que possible de faire le lien avec ce qui a été publié. C'est un peu le boulot des scientifiques, c'est de partir d'une intuition, de faire des hypothèses, mais d'aller jusqu'à le démontrer. Donc je vais m'appuyer, vous verrez, sur des articles, scientifiques publiés à comité de lecture, voilà.
Bon, je reviendrai dessus, mais il y a la notion, avoir le sens physique. Vous verrez qu'avoir des intuitions ou d'avoir expérimenté par le corps peut faciliter, l'apprentissage. Donc il y aura beaucoup la notion d'expérimentation pour s'adapter à l'apprentissage et puis je vous ai déjà dit que j'étais intéressée par le lien développement cognitif et moteur au cours de la vie. Je vous parlerai aussi de situations vraiment de développement précoce, de développement très tardif, puisque même de dégénérescence, qui nous informent aussi, et puis de situations de handicap. Voilà le programme en gros. Donc la situation de mobilisation de l'apprenant et de l'enseignant, donc je vous ai déjà invité à auto-expérimenter tout ce qui peut constituer de paramètres d'attention ou d'inattention, avec la notion de plaisir, de mémorisation, de motivation, de curiosité, de fatigabilité. Voilà, et voilà, même les émotions, vous pouvez éprouver les ressentis. Et on finira vraiment l'ensemble avec des petites stratégies qu'on partagera pour la mobilisation. La première situation à laquelle on avait pensé quand on a réfléchi avec Roselyne, c'était quand un élève rentre dans une classe, hein, c'est la situation d'appel, hein, pour ceux qui font l'appel, hein, qui doivent faire l'appel pour des raisons administratives et de responsabilité. Première façon de pouvoir mobiliser le corps des élèves, en fait. Moi, ça me dit bien qu'on expérimente de ne pas vous laisser assis tout le temps. Je vais vous laisser tranquille, hein, aussi, mais juste pour faire l'expérience de vous passer peut-être, une balle, hein, entre vous et vous dites juste votre prénom, votre nom de famille, ce que vous voulez, vous la passez et vous pouvez vous lever chaque fois que c'est votre tour et soyez juste attentifs, si ça change quelque chose par rapport à si je vous dis, voilà, 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 présent. Ah là là, ouais, Je sais pas, tu une mode? Je renvoie qui je veux ou directement? ah moi j'aurais dit à la voisine pour gagner du temps, mais Moi, je m'appelle Françoise. ouais, c'est une des situations. Tu veux proposer de Cette situation, une de celles que j'ai trouvées les plus intéressantes, que j'ai vécues dans ma carrière, d'offrir la possibilité à l'élève de, à la fois s'inclure dans la classe puisqu'il va, en donnant son nom, accepter de faire partie du groupe classe et puis en même temps, lui laisser la possibilité de gambader un petit peu, de déambuler pour aller donner la balle à quelqu'un d'autre et faire corps avec, enfin il y a beaucoup d'images dans ce geste-là, puisqu'il va pouvoir tisser du lien avec les autres, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'images et en même temps, c'est un moment, fort du début de la classe. Il y en a d'autres, où j'ai vu, des profs faire une petite chanson de la classe où chacun, se place en chantant, donne son nom au fur et à mesure de la liste de l'alphabet. Ça, c'est aussi une façon intéressante. Après, on peut aussi être dans le fait de lire la liste. oui, je pense que c'est une façon de vous l'avez peut-être éprouvé, hein, ça peut être, une expérience aussi, pour chacun de se mettre en mouvement, de se présenter aux autres, de faire un contact. Instinctivement, vous avez tous regardé les autres, en fait, hein, pas que les 2 qui sont devant. Donc c'est une façon de prendre place et je pense aussi pour l'enseignant, mais vous avez plus d'expérience que moi, une petite météo, en fait, de voir les élèves que vous voyez tous les jours, s'il y a un jour où ils sont pas tout à fait dans la même façon de se présenter aussi, quoi. Voilà, c'était un petit exemple pour comment les gens peuvent être, prendre place et pas arriver un peu passivement pour se donner à vous, voilà. Alors, en quoi le cerveau est-il impliqué et quelles sont les fonctions dans lesquelles le cerveau intervient? Je vais commencer par, venir un peu vous rejoindre, sur des processus auxquels vous êtes, confrontés quand vous enseignez, je pense. Donc c'est, la cognition. Donc la cognition, ça regroupe, ces divers processus, mentaux de perception, mais pas que, de mémorisation et le raisonnement. Donc c'est l'ensemble des processus mentaux qui vont trouver place entre un stimulus et la réponse
qui va ensuite être codé. Et les émotions sont pas à négliger puisqu'elles font partie des fonctions cognitives. Tout raisonnement et toute prise de décision ne peuvent pas se faire sans les émotions. Donc ça, c'était Damasio qui l'avait mentionné au départ. Donc, quelles fonctions sont en jeu dans les apprentissages? Bien sûr, les fonctions de mémorisation, les fonctions mnésiques, avec les 5 mémoires qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais en fait, les 5 mémoires autobiographiques, sémantiques, de travail, donc court terme, et procédurales, c'est faire du vélo, c'est des activités qu'on va faire en routine. Les fonctions instrumentales, il y a le langage, les gestes et le schéma corporel, c'est ce qu'on appelle aussi ce qui est perception, on appelle ça aussi les gnosies, qui peuvent être, on retrouve les sens, visuel, auditif et tactile, et praxi. Les capacités visuospatiales, vous verrez que la vision, on va y revenir assez souvent, et le calcul. Donc ça, c'est vraiment les fonctions instrumentales. Il y a les fonctions exécutives et l'attention, qui exercent celles des fonctions de contrôle et qui vont permettre l'exécution des actions, mais des actions de planification, d'inhibition d'activités routinières, parce qu'en général, je vais y revenir sur la diapo suivante, les fonctions exécutives, c'est pas forcément pour une tâche complexe, c'est pour une tâche plutôt nouvelle, qui va vous demander de tout reprogrammer. Donc là, c'est résolution de problèmes, planification, justement inhibition d'activités routinières, et prise de décision. Et bien sûr, le comportement et les émotions sont en lien avec l'environnement. Il peut y avoir plein de types d'émotions, dont de l'apathie ou de la désinhibition. Je vous remontre un petit peu le cerveau, parce qu'on ne peut pas ne pas le montrer en semaine du cerveau quand on vient. Donc, vous avez les différentes régions du cerveau et vous pouvez voir que même pour chaque région, c'est assez varié tout ce qui peut être en jeu et concerné dans différentes fonctions pour chaque partie. Si on prend par exemple le lobe frontal, il y a la mémoire, mais il y a aussi le langage, la créativité, l'expression émotionnelle, la résolution de problèmes, le contrôle musculaire. À chaque niveau, vous pourrez voir qu'il y a effectivement une fonction, comme pour le cervelet sur lequel je vais revenir, il y a l'équilibre, la coordination, mais il y a aussi la parole. Vous voyez qu'il y a tout le temps une part de corps, en même temps que des choses au niveau odorat. Enfin, c'est encore le goût, mais la parole avec la coordination motrice, j'entends pour le cervelet, ou ce que je vous ai déjà dit pour résolution de problèmes et contrôle musculaire. Bon, en dessous, c'est une coupe où on voit notamment le corps calleux. Je vais vous parler un tout petit peu justement d'une région qui est le cervelet, qui est ici. Le cervelet, il est vraiment, c'est le lien entre le cerveau que vous connaissez là, avec ses différents lobes, et la moelle épinière. Donc il y a le cervelet et le bulbe rachidien, qui sont très importants, qui étaient connus depuis longtemps pour le rôle dans l'apprentissage moteur, justement, et le lien avec des neurones précérébelleux et tout ce qui est coordination motrice. Mais en fait, après cette découverte à laquelle on travaillait sur le cervelet, on travaillait sur le moteur. Ce qui a été montré, c'est qu'en fait, il était aussi impliqué dans des fonctions non motrices, telles que la cognition et l'affect. Et encore plus récemment, il a été montré qu'il jouait un rôle important dans la cognition sociale, qui est basée sur l'interprétation des actions dirigées vers un but à travers les mouvements des individus, donc comme un miroir social. Donc effectivement, il y a tout ce qui est coordination motrice, mais il y a aussi regarder l'autre et anticiper. Et je trouvais que c'était intéressant pour nous, en tant que neuroscientifiques, de voir une structure qui classiquement était motrice et maintenant, on se rend compte qu'après être passé au niveau cognition affect, on la voit aussi dans un rôle de cognition sociale, mentalisation sociale. Donc l'hypothèse actuelle, c'est que le cervelet aide aussi à l'apprentissage et à la compréhension des séquences d'actions sociales. Il facilite la cognition sociale en soutenant des prédictions optimales sur l'interaction et des coopérations sociales. Donc, les fonctions cognitives peuvent être altérées de façon sélective ou globale, chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte.
selon les pathologies qui peuvent être des pathologies, congénitales ou des pathologies qui vont, être acquises plus tardivement et il y a des syndromes très variés. Je vous en ai mentionné parce que je pense que quel que soit le milieu dans lequel on travaille, les enseignants, mais pas que, on peut se retrouver avec des gens donc qui présentent des troubles du langage, des troubles du mouvement, des apraxies, des troubles de la reconnaissance, et ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce qu'il y a pas forcément une étiquette quand vous vous retrouvez devant un public, mais savoir que tout le monde ne va pas avoir à sa disposition les mêmes outils. Il y en a qui vont avoir, soit une vraie pathologie, soit en tout cas un déficit au niveau mouvement, au niveau reconnaissance des objets, des sons, des odeurs, d'un visage, et des syndromes qu'on appelle dysexécutifs, puisqu'ils touchent les fonctions exécutives d'adaptation, donc les problèmes pour s'adapter et pour planifier. Et bien sûr, il peut y avoir des troubles de la mémoire, hein. Bon, je vous ai déjà dit, donc ça peut toucher des pathologies congénitales, hein, et des pathologies plus spécifiques qui touchent les apprentissages, notamment les dyslexies ou autres que vous avez sans doute plus souvent dans vos classes. Là, on peut juste, après ce petit passage sur le cerveau et son anatomie, vous pouvez juste voir ce qui serait bon pour vous, pour si vous avez déjà un peu décroché. Et il y a plein de petites expérimentations. Peut-être certains d'entre vous le font déjà dans leur classe, mais ça peut être juste de s'étirer. Vous pouvez vraiment prendre le temps de vous étirer, voir ce que ça vous fait de reconnecter en vous étirant à vos places, hein. Vous pouvez vous lever. Théoriquement, pour que ce soit bien dans une classe, c'est bien de le faire un peu longtemps, mais vraiment de voir si vous avez besoin de vous lever, de vous étirer, ou il peut y avoir vraiment juste, lâcher la mâchoire parce qu'on peut être hyper crispé, ou bien ça peut être, mettre les mains sur son ventre et respirer, être à l'écoute de sa respiration 30 secondes pour se recentrer. Ça, je pense, ça peut être utile aussi pour un enseignant, pas que à la place de l'apprenant, mais aussi pour un enseignant quand vous vous sentez vous-même un peu vous démobiliser. Alors c'est sûr que si je me mets là à fermer les yeux et à me concentrer, vous direz que j'ai un petit truc qui est pas complètement bien, mais ça peut être vraiment plein de choses. Je peux m'étirer un peu sans que vous le voyiez complètement, quoi, et voilà, et c'est fait. Ouais, c'est des petites choses pour vous, quoi. Donc ça, je vous l'ai dit, je peux vous le donc pour les fonctions exécutives, hein, j'y reviens, c'est ce qui est souvent demandé aux élèves. C'est dès qu'une activité cognitive nécessite l'intervention d'un ou plusieurs des processus que je vous ai énumérés tout à l'heure dans les fonctions cognitives. On peut dire qu'elle est de nature exécutive, mais je vous rappelle ici que la complexité de la tâche, c'est pas le critère pertinent pour dire: «C'est une tâche, exécutive». Parce qu'en fait, si c'est une tâche hyper compliquée, mais que vous avez l'habitude de faire, elle va devenir une routine. Donc il y a vraiment la notion de nouveauté et d'adaptation qui va demander un contrôle important et parfois, selon là où on en est, quelque chose de très simple va demander un contrôle énorme. Donc c'est important de le garder en tête et c'est donc bien différent des routines qui, elles, sont automatisées. Et donc toutes ces sollicitations des fonctions exécutives permettent la gestion de situations complexes, inhabituelles, mais aussi conflictuelles. Tout ça, je pense que l'élève peut y être confronté, mais l'enseignant aussi. Chaque fois que vous avez des décisions à prendre qui vous sollicitent ailleurs justement que le cours que vous avez à faire et qu'il se passe quelque chose dans la salle. Elles sont régies par le lobe préfrontal, hein. La maturation de cette partie qui va être importante pour ces fonctions démarre très tôt puisqu'elle démarre à quelques mois, elle se poursuit jusque l'adolescence. Ça, c'est une notion qui est vraiment maintenant admise et enfin démontrée même, que le développement, c'est pas juste, les 6 premiers mois de l'enfant, c'est pas juste, les 3 premières années, ça va jusqu'à une vingtaine d'années. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'on a pendant cette période une plasticité et c'est l'occasion de pouvoir, beaucoup, y intervenir en conscience de ce à quoi on peut, accéder. Quand il y a des lésions frontales, hein, c'est des vieux travaux, hein. Souvent, ce qui a été découvert au niveau, difficulté de plein de fonctions, notamment dans l'apprentissage, c'est par les pathologies, c'est après des AVC, c'est après, des accidents et donc l'URIA en 66 avait pu montrer que cette région, avec les fonctions exécutives était importante donc pour, ce qu'on a appelé après les fonctions exécutives pour définir un but.
planifier, agencer des séquences, vérifier que le but est atteint. Donc, c'est quand on se fait des petits feedbacks, quoi. On a bien réussi ou pas bien réussi. Je vous ai déjà dit comportement nouveau adapté. Et puis, ce qu'on doit contrôler pour, en réponse justement à une consigne, quoi en faire avec soi, avec ses capacités et dans un environnement qui peut être varié. Pour les fonctions exécutives, il y a une part d'inhibition, parce que je vous ai dit qu'on va pas aller dans des routines. Donc, c'est une capacité à empêcher la réponse automatique pour revoir si elle est adaptée dans un nouveau contexte et éviter tout ce qui est non pertinent comme stimulation. Une mise à jour de sa mémoire de travail, c'est la mémoire immédiate, c'est celle qu'on sollicite là tout le temps. Une flexibilité mentale pour pouvoir passer d'un comportement à un autre en fonction des exigences de l'environnement. Une récupération active d'informations en mémoire et puis planifier pour avoir une séquence optimale pour atteindre le but demandé. Donc tout ça, c'est ce qu'on demande quand on va résoudre notamment un problème. Ce qui a été observé récemment, il y a beaucoup de situations de sédentarité chez tout le monde, chez les adultes, mais aussi chez les jeunes. Dans des situations donc d'inactivité physique, on appelle ça l'hypokinésie, il y a de plus en plus de difficultés à exécuter des schémas moteurs de base. Et on va revenir là-dessus. Donc il est important de trouver des stratégies que les enseignants puissent adopter pour sensibiliser davantage à l'importance de l'activité physique, pour la santé, le bien-être, pour l'efficacité motrice et vous verrez aussi pour l'apprentissage. Je ne sais pas combien vous êtes, 5. Alors pour pas qu'on mette trop de temps pour pouvoir reprendre après le topo, peut-être faites des groupes de 5 et je vous donne la consigne. On va voir si je vous l'explique correctement. Chaque groupe de 5, vous allez proposer un geste qui peut être simple, qui ce sera plus facile s'il est simple. Vous vous mettez d'accord dans ce groupe de 5 pour un geste. Ensuite, vous le montrez aux autres groupes. On ne se prend pas beaucoup de temps, on prend 3 minutes pour trouver un geste. Vous le montrez aux autres groupes et après, chaque groupe va avoir un représentant qui essaye de faire, la séquence complète. Un geste, si je vous le dis, vous allez en prendre. Ça peut être ça, tout simplement. Ça peut être, un mouvement du corps. Ouais, une posture du corps, ouais. De l'importance de la consigne, ouais. Ouais. Je vous laisse prendre place un peu dans la salle, ouais et puis après ouais, soyez attentifs à ce qui se passe quand je vous demande ça, en fait. Il y a un représentant de chaque groupe, c'est ça? Vous étiez 6. Est-ce que vous pouvez montrer on va le faire dans cet ordre-là et essayer de mémoriser. Du coup, ça va être vous qui allez essayer de mémoriser l'ensemble. S'il y a vous avez droit à des jokers dans l'équipe, ouais. Oui, vous avez compris la suite, donc vous regardez chacun le geste du groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après on reprend comme ça, on va le faire que dans un sens et vous essayez de voir ce que vous avez mémorisé de l'ensemble des gestes des autres. Ils resteront toujours à la même place. On va faire simple parce qu'on peut faire plein de choses, mais oui, oui. Ouais, allez-y. Vous avez vu? C'est, les pieds. Voilà, voilà. Oui. Non, que le vôtre. Ouais, 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 ouais. Oui. Ouais. Essayez de voir si c'était un de vous qui viennent, comment parce que c'est presque plus dur pour eux qui se voient pas tout à fait bien que pour vous. Mais en fait, on va faire juste, j'ai pas envie du tout de vous mettre en difficulté, mais justement, c'est vraiment expérimenter ce que c'est d'avoir vu. Peut-être vous le refaites une fois parce que c'est pas évident, ouais, refaites une fois. Ouais. Mmh. Ouais.
Vous pouvez essayer de faire l'ensemble. Vous voulez essayer? Est-ce qu'il y en a de bravo, ouais, ouais. Mais c'est vraiment le processus qui est intéressant de quand on donne des consignes aussi simples que ça, même s'il y en a un parmi vous pour qui c'est une grande difficulté. J'imagine si vous êtes là, c'est que vous faites partie de ceux qui étaient un peu volontaires d'un point de vue moteur. Mais peut-être que parmi vous, il y en a pour qui ce serait une vraie difficulté et je trouve ça intéressant de le sentir, d'être à leur place. Ouais. Un de vous, on va peut-être pas tous passer, mais allez-y. Ouais, ouais. Surtout dans un espace où j'ai l'impression que les seules compétences sont celles à telle échelle. Mmh. Merci beaucoup. Ce serait intéressant, allez reprendre vos places, comme ça vous avez le droit de vous reposer, mais reposer en fait, oui. Est-ce que c'était en 2 mots, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça peut vous faire de vous pour moi là, vous vous êtes extrêmement mobilisés et il y a plein de phases dans ce que vous venez de faire, hein, mais il y a déjà le choix. Ça paraît simple, mais il y a déjà définir vos groupes entre vous, vous arranger pour définir un groupe de 5 à peu près, vous comptez. Décider si vous restez assis ou si vous vous levez, ou vous vous mettez dans la pièce. Quel geste vous choisissez? Est-ce que c'est le premier qui propose? Est-ce que vous en faites un sujet de discussion? Qui va venir porter le geste? Et après la mémorisation, montrer les gestes à un public que vous connaissez pas, je pense, et restituer après une séquence en étant en situation d'apprentissage devant témoins dans un cadre de conférence où on est là plutôt pour être assis en général. Voilà, j'avais envie de vous proposer ça pour que vous sentiez ça peut être génial, ça peut être inconfortable, mais peut-être que ça met quelque chose en route, qui reprend de l'énergie, de la présence, être, vu, en apprentissage. Voilà. C'est expérimental, mais je suis chercheuse et j'adore proposer des expériences que vous à vivre. Bien sûr, c'est pas scientifique, il faudrait qu'on calibre tout, que vous ayez les mêmes conditions, que ce soit pas est-ce que selon la place, pour vous dire quelques paramètres qui seraient intéressants, est-ce que on retient mieux quand on est en première place? Comme ça, on a lancé sa consigne en première, hein, et on peut se concentrer sur les autres. Il y a plein de choses, quoi. Donc c'est tous ces subtilités, hem, à ressentir. Après, je vous avais mis l'amélioration des compétences motrices au cours de la petite enfance présente des avantages corollaires pour les fonctions exécutives et les compétences en calcul. Ça, c'est un article, alors je vous ai pas mis les auteurs, mais avec les numéros DOI, vous retrouvez les articles et c'est une étude qui a utilisé un plan expérimental pour tester si la participation des activités motrices cognitives était stimulante et était liée de manière causale à des améliorations des habiletés motrices et à 2 indicateurs importants pour les petits qui sont, de la préparation à l'école, qui sont donc les fonctions exécutives, tout ce qui est, je vous ai dit, anticipation, avec, des choses inhabituelles et les compétences précoces en calcul, hein. Et le programme de motricité qui a été développé comprenait des activités ludiques de motricité fine, hein. On fait souvent attention à ça, aussi bien en recherche qu'en médecine. Les compétences, vous devez le voir aussi dans votre il n'y a pas besoin d'être enseignant, hein, pour voir, on peut avoir des qualités en motricité fine et être pas bien dans un mouvement global ou l'inverse. Donc là, ils avaient vraiment un programme de motricité qui touchait les 2 fonctions, motrices, fines et globales, qui étaient dispensées en petits groupes. C'était des activités qui étaient pensées pour être socialement engageantes et qui mettaient au défi les enfants en fonction de leurs compétences. Donc plutôt, c'est pas qu'un seul objectif. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que les améliorations en numération ont été vraies chez tout le monde, chez tous les enfants. Mais l'amélioration, donc le delta, puisqu'il y a toujours des contrôles quand on fait ce genre de manip expérimentale, était plus prononcé chez des enfants dont les capacités étaient initialement inférieures, hein. Et je trouvais que c'était intéressant de le mentionner parce que c'est pas ça là, pour le coup, ça va pas tirer ceux qui en ont pas forcément besoin peut-être ou pour qui c'est acquis.
vous verrez que peut-être c'est déjà acquis, les réseaux de stimulation et d'interconnexion motrice et cognitive, mais pour les petits, c'était une amélioration. Donc, développer les habiletés motrices pour favoriser les compétences de préparation à l'école dans la petite enfance, c'est quelque chose qui est percutant. Donc tu veux dire que les petits enfants que j'ai vus la semaine dernière faire la classe dehors, sur la plage, à qui la maîtresse demandait d'aller chercher des cailloux en fonction du dé qui est devant là, c'est des enfants qui vont en classe dehors, toutes les semaines sur une plage. On pourrait y aller à Paris sur la plage de la Seine. Enfin, toujours est-il qu'ils vont en classe dehors et la maîtresse a essayé de trouver des activités qui concilient l'extérieur et l'apprentissage, la cognition. Donc là, ils étaient en train de faire une petite activité ou de numération. Ils ont 2 ans, ces enfants, et ils doivent aller chercher autant de cailloux qu'il y a sur le dé qui est devant pour les poser sur la page, qui est par terre, et donc chacun a posé ses petits cailloux. Donc tu veux dire que ça améliore la cognition, ça améliore la numération de ces enfants-là, de le Oui, faire oui, à c'est ce qui est l'extérieur? prouvé, quoi, en fait. Ouais, ouais. Enfin, à l'extérieur, Bah, mais en utilisant le corps. oui. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. En fait, quand il y a une expérience physique, il y a une expérience sensorimotrice, hein, c'est ce qu'on disait au départ. Donc, ça a amélioré pour les tout petits. Et puis, Roselyne, vous citez cet exemple qui n'est pas scientifique, hein, c'est ce qu'elle a vu au quotidien avec cette enseignante, hein, mais qui finalement, intuitivement, peut-être, je sais pas si elle avait lu cet article, mais intuitivement, elle faisait ça. C'est pour ça que vous avez sûrement plein d'intuitions déjà, dans vos pratiques, quoi. Et en fait, pour des plus grands, juste, après 18 ans, il y a eu un autre article, enfin, il y en a bien d'autres, hein, mais j'ai dû sélectionner, c'est pas exactement mon sujet, donc je vous ai fait une petite sélection, où l'expérience physique sensorimotrice améliorait l'apprentissage des sciences, mais vraiment la physique, puisqu'il parlait vraiment plus de théorèmes de composition des forces, de comprendre la gravité, de comprendre les lois de l'équilibre. Et ça, parce que les élèves, en parallèle, suivaient un programme qui leur donnait le sens physique. Donc, bien sûr, c'est de la physique, mais le sens physique qui a été développé leur a permis d'avoir de meilleures performances. Ils ont vu que pendant l'activité motrice, sensorimotrice, il y avait une stimulation du cortex somatosensoriel. Ils ont fait de l'imagerie aussi. Et ils ont vu qu'après, quand ils testaient sur le papier, les élèves avaient après des questionnaires après ces entraînements ou sans entraînement. Et ils voyaient que c'est la même région qui était sollicitée. Et donc, leur hypothèse, c'était l'apprenant théorise mieux avec une situation d'expérimentation. Donc moi, je traduis ça en étant concerné, en ayant vraiment expérimenté avec son corps le concept qu'on va lui apprendre après. Et comme il peut avoir l'intuition, c'est anticiper, comme si il a déjà vu un arbre chuter, il a déjà vu un culbuto, il a expérimenté le vélo, peut-être même la moto où il faut contrebraquer en jouant sur les forces. Et ça lui donne, quand on lui met après les notions physiques, il les acquiert plus facilement. Sachant qu'à 18-19 ans, on est toujours dans une phase de plasticité cérébrale, moins grande que chez le tout petit, mais on est toujours dedans. Et puis avoir ces capacités à intuiter, à être très presque en phase de préparation, c'est vrai pour un petit, en fait. Vous pouvez voir qu'il y a un moment donné, quand, ou un joueur de foot, il va savoir, où va retomber le ballon à peu près, quoi. Et sans doute que la trajectoire, il l'a imaginée, on peut mettre du concept derrière. Ouais. Oui? Moi, je suis enseignante de mathématiques et en mathématiques, c'est vrai qu'on est confronté à de gros soucis de difficultés de compréhension et puis d'appréhension des élèves, par rapport aux maths, et j'ai lu un livre d'un mathématicien qui explique que lui, il pense qu'il y a des gestes mentaux qui sont faits en maths, des mouvements, en fait, qu'on fait mentalement et qui sont extrêmement puissants pour progresser en mathématiques. Ça rejoint un petit peu ce que vous dites, sauf que on ne les fait pas physiquement, enfin, on les fait dans notre tête, ces gestes, et on les sent. Et c'est vrai que quand on fait des maths, ça bouge dans le cerveau. Ça bouge autant que quand notre corps bouge et qu'on fait des gestes. Et ça vaudrait le coup d'essayer de rajouter le mouvement en plus. Vous pourriez le faire pour vous, en fait, Alors je pense comme que ça arrive, sans que je m'en rende compte peut-être, mais c'est vrai que ces gestes mentaux, il explique que, ça rend l'apprentissage plus efficace, mais c'est quelque chose qui ne se voit pas et qui ne se dit pas dans l'enseignement des maths, ce justement. qui rend pas facile la Voilà. diffusion de la formation, Et que quoi. les profs de maths, ils font ces gestes mentaux dans leur tête, mais ils peuvent pas les montrer à leurs élèves, et souvent ils leur disent même pas qu'il y a ces gestes mentaux dans la tête. Or, si on leur demande, ils le font quasiment tous.
Oui, oui, mais c'est intéressant. Je vais vous faire expérimenter, je crois, assez vite un petit truc qui est pas sur les calculs, mais oui, bien sûr, je pense que c'est lié. Un enfant qui a des difficultés en maths, j'imagine que justement, il a du mal avec ses mouvements. Donc, essayer de trouver une manière de le concrétiser et de faire bouger le corps. Je connais pas, hein, moi, je suis pas prof de maths, j'ai pas d'article à vous citer là tout de suite. C'est intéressant de voir comment rendre explicite quelque chose pour aider à l'intégration, quoi. Et je vous reparlerai à la fin de la fantaisie, en fait, justement la difficulté à imager dans sa tête que les gens peuvent avoir. Donc le cerveau, vous avez déjà pu voir qu'il est impliqué, ou vous le savez, dans les sens, hein, dans le traitement de l'information, dans le comportement, dans la planification, dans la motricité fine, donc coordination et globale, dans les émotions. Et je vais vous proposer, s'il y a un volontaire, hein, vous connaissez peut-être ça, de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien dire les mots le plus vite possible? Oui, je vous vois pas, mais voilà, dites-les, allez-y. Ah, je vous donne un micro, peut-être. Je lui pas. Ouais. Et c'est bien ça ton tournis. Je veux bien que vous restiez assise, ça m'intéresse de vous le faire bouger après. OK. Et je l'ai mis dans l'eau que je veux? Non, ah non, ah moi je Dire, de haut en bas, de gauche à faites comme vous voulez, vous faites comme ça que peut-être plus ouais. donc je m'assieds. Jaune, bleu, orange, noir, rouge, vert, violet, jaune, rouge, orange, vert, noir, bleu, rouge, violet, vert, bleu, orange. Ouais. Vous pouvez vous lever maintenant et refaire la même chose, hein? Jaune, bleu, orange, noir, rouge, vert, violet, jaune, rouge, orange, vert, noir, bleu, rouge, violet, vert, bleu, orange. Mmh. Pour vous, c'est pareil, hein? Je sais pas. Je En fait, c'est vraiment juste pour expérimenter pour soi, hein. En fait, moi, je l'ai fait en préparant le topo. C'est tout d'un coup, je me suis levée et j'allais, je crois, un peu j'ai pas fait de manière scientifique. Je me suis chronométrée quand même un petit coup. J'allais un peu plus vite debout. Ouais, et moi, j'ai eu l'impression que vous aviez un débit plus rapide, plus rythmé. Vous avez un rythme là. Après, c'est la deuxième fois, donc c'est pas tout à fait le même truc. Il y a un biais, mais c'est vrai que c'était assez vous l'avez entendu, c'était plus rapide, plus et vous avez trouvé un rythme en fait, au lieu de faire du linéaire. Comment? l'ai déjà fait. Oui, non, mais vous l'aviez pas la première fois assise, vous l'avez eu, quand vous vous êtes mise debout. Vous pouvez dire, même si vous l'avez déjà fait, en restant assise, la couleur des mots le plus vite possible, hein. Ah ça va être super dur. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge, vert. Et la même chose debout. Il est dur à dans ce sens. Et là, c'est vachement plus fatigant en fait. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge, vert. Ouais. Vous avez trouvé une différence vous-même ou pas? Plus dur que de lire les mots. Mais Ah oui, est-ce que je sais vous le voyez pas. Et pour vous qui avez entendu, sur cette séquence-là, vous entendez une différence ou pas? Et en fait, non. Et moi je l'ai fait, je suis mon seul propre contrôle et j'avais une différence aussi pour la première. Et là, je sais pas l'interpréter, hein, j'ai pas eu le temps de faire on n'a pas le temps de faire vraiment des expériences. Mais effectivement, là, que ça devient plus difficile, ça aide pas. À la limite, j'aurais presque envie de rester assise. Donc je pense qu'en fonction de la complexité, quand c'est relativement simple, ça mobilise et on a une liberté, on a un rythme. Et quand on doit vraiment traiter, parce que là, on doit vraiment chasser ce qu'on lit pour, ce qui est notre, tradition, hein. On a plutôt tendance à lire, le mot qu'à lire sa couleur. Là, le se mettre en mouvement, ce serait presque un peu parasite. Donc tout ça pour vous dire que moi, je me suis amusée à expérimenter en le faisant et quand vous préparez vos cours ou quand vous vous adressez à des gens, c'est intéressant de voir des petites choses qui sont positives, mais le mouvement est pas forcément bon, mais il peut favoriser soit le rythme, soit une stature, soit une présence. Donc à essayer. Et j'avais même essayé, mais je ne l'ai pas fait, de rajouter un petit mouvement comme ça, debout. Alors là, non, même le premier, trop d'agitation me nuit, quoi. Oui, Et dans la deuxième séquence, il y a le paramètre contrôle inhibiteur qui intervient de tout façon à fait. plus On est dans intense. beaucoup plus dans Ouais, il est l'exécutif. plus dans Tout à l'exécutif et fait. ce qui rend plus difficile en fait la tâche. Exactement. C'est pour ça que c'est intéressant de se souvenir de toutes les fonctions qu'on met en jeu et de se rendre compte que le corps, peut-être qu'il faut séquencer, comme ils ont fait pour les petits jeux sur la plage. Ils mettent le corps, hein, après ils comptent, mais ils font pas n'importe quoi tout le temps, quoi, ouais. Ouais.
Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment et avec qui dialoguent les neurones et plus globalement le cerveau. Pendant le développement du cerveau, il y a des périodes critiques. Je vous rappelle qu'il y a les synapses qui sont indispensables pour qu'il y ait un neurone seul, il va mourir. On parle toujours de réseaux neuronaux, de communication intercellulaire, que ce soit le neurone, avec un autre neurone, le neurone avec le muscle. Et puis, il y a des interactions dans un environnement où il n'y a pas que des cellules neuronales, il y a aussi de la glie, il y a plein de populations cellulaires qui sont présentes dans le système nerveux. On doit, pendant le développement, avoir des neurones qui vont trouver avec qui ils vont communiquer. Il va y avoir des relargages de neurotransmetteurs, des récepteurs captés par l'autre cellule qui va pouvoir y répondre et transmettre des signaux. J'aime bien toujours rappeler que le système nerveux central, c'est le cerveau que vous connaissez, là, antérieur, là, le cortex, en fait, toutes les régions du cerveau jusqu'au cervelet, le bulbe rachidien que vous voyez ici. Moi, je vous ai parlé du cervelet qui se cache en dessous, là derrière, et la moelle épinière qui fait aussi partie du système nerveux central, hein. Pour vous souvenir, le système nerveux central, ça régénère très mal, ou pas du tout d'ailleurs. C'est pour ça que toutes les lésions, il y a de la paralysie derrière, parce que ça va pas tenir, hein, au choc, hein. Je sais pas si je vous remets en mouvement tout de suite, hein. Peut-être Roselyne, tu présentes, hein? Donc tu voulais nous faire un petit débat mouvant, c'est ça? Donc le débat mouvant, c'est un temps d'échange, de discussion, pendant lequel on propose une affirmation avec une limite et ceux qui se trouvent d'un côté de la limite sont d'accord avec l'affirmation et ceux qui sont de l'autre côté de la limite ne sont pas d'accord avec l'affirmation. Et là, parmi ceux qui sont de chaque côté, on demande aux uns et aux autres d'expliquer pourquoi ils ont tel ou tel avis. Donc il y a un petit temps d'échange. Et puis après, on va passer à un temps où on a le droit de changer d'avis et où on va changer Moi, je vous présenterai quelques données, en fait, hein, et vous avez le droit de bouger. Par contre, je ne sais pas si on va pouvoir. On va pas avoir le temps de tout faire, je crois, enfin, C'est plutôt que dans l'espace, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. ouais, Mais un peu comme vous le sentez, hein. Ceux qui ont envie de jouer, vous levez, On peut vous peut-être- mettez d'un côté, on va dire, ceux qui disent oui vont là et ceux qui disent non un peu plus loin. ou on peut peut-être faire autrement aussi, faire ceux qui pensent oui se lèvent et ceux qui pensent non restent assis. C'est un peu double peine, peut-être ceux qui pensent non se lèvent. Ceux qui pensent non se lèvent, ceux qui pensent oui restent assis. On va faire l'inverse de l'intuitif. Les neurones, moi je vous l'ai mis en question, mais je vais vous l'affirmer. Les neurones sont capables de migrer. Alors, les oui, vous restez assis, les non, vous vous levez. Ah, migrer, de voyager, de bouger, une fois qu'ils sont nés, ils peuvent bouger. Ah oui, pardon. Ils naissent quelque part et ils vont bouger ou ils vont pas bouger. Moi, je vous dis, l'affirmation que je vous propose, c'est les neurones sont capables de migrer, de voyager. Une fois qu'ils sont déterminés à être neurones, ils peuvent bouger. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose Je dirais que j'ai pas d'explication par rapport à la question, mais que a priori, ce sont des cellules qui, génèrent le mouvement, bien sûr, à travers, leur axone notamment et leur dendrite. Mais le corps cellulaire, lui, à ma connaissance, ne bouge pas, mais voilà, je demande à ce que Alors je dis non parce que pour moi, ils sont d'abord toujours en mouvement, mais dans un réseau de neurones et dans ce réseau de neurones, ils y restent. Voilà pourquoi moi je me suis levée. D'accord. Ils restent dans ce réseau de neurones alors qu'ils sont tout le temps en mouvement. Et moi, je me rends compte que je vous ai pas précisé un truc, c'est pendant leur développement. Mais bon, c'était implicite ou pas? Mauvaise consigne. Mais c'est pendant le développement, pendant le développement, ouais. Pendant l'embryogenèse, hein, ouais. Oui, 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 pardon, c'est moi, c'était une évidente mauvaise question, pas assez précise. Bon, je vais continuer à vous le montrer quand même, hein, mais donc in vitro, voilà, ça c'est ce qu'on arrive à faire in vitro. On peut prendre un petit bout de système nerveux embryonnaire, hein, on lui met une source de facteurs attractifs ou bien des molécules un peu pharmaco qui le perturbent. Et vous voyez là, c'est son axone, hein, son prolongement là, qui bouge. Et puis en haut, on voit que tout bouge, l'axone et le corps cellulaire. Alors je vais repréciser ma question. Donc c'est des neurones
embryonnaire. Est-ce que vous pensez que dans ce bah, ça c'est un adulte, hein, mais imaginez un embryon, est-ce que vous pensez que ça peut bouger aussi de la même façon? Oui, se reste assis, non, se lève. Je répète la question. Est-ce que vous pensez, maintenant que je vous ai montré que ce qu'on appelle in vitro dans une boîte de culture, ça bouge, est-ce que vous pensez, en particulier, voilà, les assis et les debout de tout à l'heure, est-ce que vous pensez que pendant l'embryogenèse, quand un neurone sort de ce qu'on appelle la zone ventriculaire, donc qu'il est post-mitotique et il a un devenir de neurone, est-ce qu'il va bouger ou est-ce que il va rester à sa place? Ah, bah, la place, il naît à un endroit. Un neurone, il va naître à un endroit. Quand vous voyez peut-être pas trop la plaque neurale et tout ça, mais il naît à un endroit. Est-ce qu'il se balade ou est-ce qu'il reste là où il sort? Il est déjà mature. C'est plus un embryonnaire. C'est pas un pluripotent, c'est pas un non, il est déjà déterminé à être neurone. Compliqué les neurosciences, hein. Alors est-ce qu'il y en a qui sont, qu'est-ce que vous diriez? Ça bouge ou ça bouge pas? Vous diriez non? Alors la réponse, je vais vous la donner, hein, voilà. Ça, c'est un morphing. Donc c'est une reconstitution sur une tranche, mais en fait, c'est, pendant entre 11 c'est chez la souris ça, mais ça existe pareil chez l'homme. Entre 11 jours et 18 jours de développement embryonnaire, c'est le mouvement rien que du corps cellulaire. Il parcourt tout ça et après il va rebouger pour avoir une organisation mature. Donc il est vraiment déjà, ça ce sont des neurones olivères, donc on les connaît. Ils ont vraiment cette trajectoire-là. Ils se programment assez rapidement pour avoir cette trajectoire que le corps cellulaire, hein, pas avec on voit pas leur prolongement, mais il y en a un. Donc il y a vraiment des mouvements, in vivo qui sont énormes. Les neurones voyagent sur de longues distances pendant l'embryogenèse et c'est fondamental, sinon ils sont pas au bon endroit, ils doivent être éliminés et il y a une autre notion, moi je vais le faire un peu plus vite. Est-ce que vous pensez j'espère que là, elle est écrite à peu près, mais c'est pas petit là. Roselyne, tu me dis: «Il faut affirmer», donc je vais l'affirmer. Il y a surproduction de neurones pendant le développement embryonnaire normal. Vous êtes Si. tous d'accord? Ceux qui sont pas d'accord debout? Ouais, pas d'accord debout et d'accord assis. Il y a une surproduction de neurones pendant l'embryogenèse. En fait, les indécis, il faudrait qu'ils fassent un geste, par rapport à l'état final adulte. C'est un final adulte ou même final à la naissance. On n'est pas fini à la naissance, mais à la naissance. Oui, vous diriez oui. Globalement, en tout cas, il y a pas de nom très affirmé. Effectivement, il y a une surproduction de neurones, hein. Pas de tous les types de neurones, hein, mais il y a une surproduction et c'était une femme, hein, Rita Levi-Montalcini, que j'aime bien citer, qui en 1930 avec Victor Hamburger avait montré par des expériences de greffe chez le poulet, l'embryon de poulet, que en fonction si elle greffait un membre surnuméraire, il y avait une survie de beaucoup plus de neurones moteurs, hein. C'est les motoneurones, on les appelle, ceux qui de la moelle épinière qui vont innerver, les membres et le diaphragme. Et donc il y a pas assez de facteurs pour tout le monde et il y a 50 ce qui est énorme, hein. Il y a une production d'un nombre N, de motoneurones pendant l'embryogenèse et pendant une phase très précise, une phase de mort cellulaire naturelle, on va éliminer la moitié de nos motoneurones et c'est indispensable. Et ça fait même partie, ces histoires de surproduction, régulation, d'hypothèses sur les pathologies neurodéveloppementales comme l'autisme, comme pas mal d'autres pathos. Donc oui, il y a surproduction, elle est absolument nécessaire et elle est régulée. On ne connaît pas forcément encore le rôle, mais en tout cas, oui, il y a surproduction. Il y a même trop d'axones qui peuvent arriver sur une fibre musculaire et ça va être résorbé. Donc on a plutôt un besoin de trop pour arriver à de la normale après. Bonjour, je rebondis juste sur ce que vous étiez en train de dire, que par exemple sur les troubles du neurodéveloppement, il y aurait plus de surproduction du coup neuronale enfin à l'embryon Oui, ou ça peut être les 2 en fait, enfin, c'est une des hypothèses, hein, ça peut être plein de choses, ça peut être, l'hypoxie, ça peut être de l'inflammation qui va entraîner des troubles du neurodéveloppement, mais la régulation du nombre de neurones est fondamentale et une anomalie de cette régulation, peut engendrer des troubles, ouais. d'accord. Et du coup, enfin, c'est pour tout type de troubles, enfin, du neurodéveloppement, bon, même pour les troubles 10 par exemple ou c'est non? Je C'est pense à pas. OK. Ça, en tout cas, moi, j'ai pas la réponse, je pense pas qu'on sache, non, ouais. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'élagage neuronal? C'est pas un mot que j'emploie beaucoup moi, mais oui, c'est enfin l'élagage, moi je le verrais plus au niveau, je l'imagine, mais j'ai pas ça c'est ma réponse, hein, je suis pas sûre qu'elle soit absolue du tout.
mais c'est plus au niveau rétraction des axones. Quand vous parliez plutôt, le réseau va bouger. Oui, les axones, ils vont pas arrêter. Les axones, c'est les prolongements qui vont connecter, d'autres neurones pour établir des réseaux et des aires. Là, ça bouge et il peut y avoir de l'élagage pour avoir une réorganisation pendant un phénomène d'apprentissage, C'est justement. pas de la mort neuronale, effectivement. Non, moi, j'entends pas pareil. Élagage, ce serait plus on enlève, on remet ailleurs, on s'adapte, on se C'est des réadapte. connexions, c'est au niveau des Ouais, connexions. ouais. Et dernière petite question, vous parlez de mort programmée, donc de l'apoptose, donc qui serait effectivement, je dirais, à la base de cette, dégradation, destruction Ouais, des neurones. tout à fait. Ouais, oui, oui. Ouais. Oui, par rapport à la surproduction, est-ce que tous les nouveau-nés, ils ont cette surproduction, au même taux? Ah, c'est régulé Évidemment pendant l'embryogenèse, ah carrément. donc c'est avant. Ouais, Et ouais. est-ce que tous les types de neurones sont en surproduction ou il y en a Non, en non, c'est très, très établi pour les motoneurones, pour les neurones de la moelle épinière, ça c'est super bien établi. Pour les autres, on sait qu'il peut y avoir des variations du nombre, mais c'est pas drastique comme ça, en fait. Là, c'est énorme, quoi, c'est la moitié qui sont éliminés. Ouais. c'est les 50 pour tout le monde, c'est 50? Oui, c'est hyper régulé, j'aime pas trop dire un truc absolu, mais oui, oui, c'est très régulé et c'est la même fourchette. Merci. Alors le dibat mouvant, bah, vous avez vu. Vous de voir, hein, parce que on essaye avec Rosine de vous donner des petits outils pour expérimenter en même temps, entendre de la science et en même temps expérimenter. Qu'est-ce que ça fait d'être concerné? Vous imaginez que pendant le débat mouvant, vous pourriez, ce que Roselyne vous disait, changer de place. Donc en réalisant que après que je vous ai montré un neurone qui bouge, par exemple, bon, que je vous ai précisé la consigne aussi, vous pouviez changer de place. Ça matérialise aussi par le corps qu'on peut changer de son raisonnement et aller se placer autrement. Alors, les périodes critiques, je vous ai déjà dit que l'humain se caractérise par une immense immaturité à la naissance, puisque on est mature après 20 ans. La plasticité neuronale, ça désigne la capacité des réseaux de neurones à moduler leur fonctionnement, à se sensibiliser ou à se désensibiliser par un stimulus, à créer de nouvelles synapses, connexions, ce qui est en route dans tout ce qui est mémorisation, apprentissage, à en supprimer selon le fonctionnement, à moduler les vitesses de conduction de l'influx nerveux. Et donc, oui, bah, je vous l'ai déjà dit 3 fois, mais c'est important, la plasticité synaptique dans l'apprentissage et l'adaptation de l'individu à son environnement. Je vais passer très vite sur la mémoire, parce que je vous ai déjà dit sur ces 5 types de mémoire que effectivement c'est l'exemple qu'on donne, pour ce qui est plasticité synaptique, quoi. Ça rentre dans l'exemple type de plasticité. Donc il y a un développement énorme des capacités motrices du jeune enfant pendant les premiers mois de sa vie et qui va de pair avec la maturation cérébrale qui est principalement sous la dépendance de la myélinisation du cerveau. La myéline, elle est sécrétée par, c'est une fibre en fait, qui va être, sécrétée par des cellules qu'on appelle les oligodendrocytes. Ça forme une gaine, graisseuse qui entoure les fibres nerveuses et ça va accélérer la transmission du signal. C'est pour ça qu'un enfant, en fait, tout petit, c'est pas encore myélinisé, toutes ces structures nécessaires, par exemple, à la marche. Donc on peut pas lui demander d'être debout et de faire des trucs contrôlés puisque la myélinisation n'est pas encore faite. Donc c'est même pas, qu'il est pas bon dans quelque chose, son corps ne peut pas le faire, quoi. Il y a pas la rapidité de conduction du signal suffisante pour lui permettre de faire, plein de choses, au départ. Cette myélinisation qui va donner donc une conduction plus rapide des signaux, émis s'étend beaucoup de la naissance à 4 ans et au-delà lors des apprentissages. Voilà, et on en a aussi chez l'adulte. Elle est modulée par les stimuli externes, par, les différents apprentissages, ça je vous l'ai déjà dit, qu'on pouvait faire. Je vous ai mis une référence aussi pour ceux que ça intéresse. L'importance de l'interaction et de la communication est énorme, autant entre les cellules entre elles, hein, parce que je vous ai dit une cellule seule, un neurone seul, il va mourir, donc il faut qu'il établisse des liens avec l'extérieur et bien sûr, vous savez que c'est aussi important le lien de l'individu avec son environnement. La maturation cérébrale, je vais encore vous en reparler. Selon les stades auxquels on peut subir des lésions cérébrales, il n'y aura pas du tout le même impact parce qu'il y a ce qu'on appelle des périodes critiques pendant le développement, qui soient embryonnaires. Donc, une femme qui a une infection pendant la gestation, pendant sa grossesse, selon le moment, ça va pas avoir forcément les mêmes impacts sur le développement du système nerveux, puisqu'il est, vous avez compris, extrêmement séquentiel et organisé. Il y a des phases plus critiques que d'autres. Et puis, quand c'est plus tard, pareil, il y a des moments où le cerveau est particulièrement plastique.
Donc je vais arriver à la partie quels sont les liens entre développement moteur et cognitif. On vous en a déjà parlé un peu là, vous avez un peu expérimenté le moteur et le cognitif. Et je vais vous parler d'une situation qui est celle de la prématurité. Je vous ai dit, on s'intéresse beaucoup en sciences pour avancer à tout ce qui se passe pas tout à fait bien, que ce soit les accidents, que ce soit les défauts de développement. Que la prématurité, il y en a beaucoup. Il y a un taux de naissance prématuré croissant. Il y a des études qui s'appellent les études épipage. Il y a déjà eu épipage 1, épipage 2. Ce sont des études d'épidémiologie sur les petits âges gestationnels et qui ont fait un suivi sur le développement psychosocial, cognitif, sur le parcours d'enfants et leur suivi en tant qu'enfants vulnérables du fait de cette prématurité. Ce qui a été observé, c'est quelques datas, mais ils ont recueilli vraiment un nombre énorme de données parce que c'est une étude sur beaucoup, beaucoup de petits. Ce qui a été vu, c'est qu'il y avait une persistance d'un taux élevé de difficultés cognitives à 5 ans chez les enfants nés à 33 et 34 semaines de terme. Il y a une probabilité des manifestations de syndrome autistique à 11 ans qui était plus importante. Et puis, ce qui a été vu aussi, c'est que les enfants nés prématurés avaient besoin de soins spécifiques au-delà du temps de la période périnatale. Donc en fait, ils vont souvent être suivis, plus longuement que que déjà c'est beaucoup, hein, pour des parents qui doivent, avoir un suivi pour leurs petits, mais ça peut être des périodes assez longues, hein. Et puis le contexte socio-économique joue aussi. Pour les enfants des familles les plus défavorisées, ils ont rapporté que, les indices de développement étaient plus bas que pour d'autres enfants prématurés à 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et 7 ans. Et que la fréquentation de l'école maternelle ne suffisait pas à compenser le déficit de développement psychomoteur qui avait été estimé à 2 ans. Je vais revenir au rôle du mouvement dans son rôle dans la croissance et le développement du tout petit. De plus en plus, ce qui est préconisé sont des interventions précoces chez le tout petit, en particulier le petit à risque, mais pas que, puisque vous voyez que c'est bon pour tout le monde en fait, la stimulation, parce que précocement, il y a une plasticité accrue du corps et du système nerveux central. C'est vraiment dans ce qui caractérise le développement précoce et ça va maximiser les bénéfices d'une intervention précoce. Ouais. Je vais vous présenter les possibilités de marche, comment on peut utiliser les possibilités de marche quadrupède. Je vais vous parler d'un travail qui est réalisé par l'équipe de Marianne Barburotte depuis pas mal d'années, qui s'intéresse au mouvement du tout petit, vraiment du tout petit à la naissance et ce qui s'intéresse depuis plusieurs années notamment à la prématurité. Donc je vous rappelle juste qu'un tout petit bébé, vraiment dès 2 jours, il a des capacités de flexion de bras et de flexion des membres inférieurs aussi. On acceptait assez bien, hein, que les membres inférieurs, ils bougent d'un petit, mais il a aussi une assez bonne coordination, enfin, il a aussi des mouvements. Ce que, Marianne et David Anderson ont pu montrer, c'est qu'il répondait beaucoup à la stimulation visuelle, ce qu'on appelle les flux optiques. Quand il y a des flux optiques, que ce soit avant ou arrière, après ils ont regardé lesquels étaient les meilleurs, mais il y avait plus de mouvements des membres inférieurs, des pieds, mais aussi plus de mouvements des bras quand ils les plaçaient en position horizontale. Et ensuite, ce qu'ils ont supposé, c'est qu'il y avait la marche à 4 pattes était particulièrement importante chez le tout petit et que c'était possiblement la première cible de l'intervention thérapeutique chez des enfants qui risquaient d'avoir un retard de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un service de préma ou de grand préma, il y a plus de risques de développer des troubles neurodéveloppementaux pour les grands prémas, mais c'est très dur de savoir si un petit va développer des troubles de relation à l'environnement, des troubles cognitifs, des troubles de type autistique. Et c'est plus facile de faire un diagnostic, il faut être un peu expert du mouvement, mais on va beaucoup plus facilement, pour des gens qui ont l'œil, repérer des troubles moteurs, que ce soit avec la mobilité de la tête, que ce soit du tonus, que ce soit des mouvements des membres. Et il y a un grand programme qui utilise ce qu'on appelle les mouvements généraux, qui est très promu et développé par l'ARS et les réseaux santé périnatalité, pour favoriser les mouvements du tout petit avec des prises en charge, ce qu'on appelle des mouvements généraux pour des petits qui vont pas avoir des mouvements tout à fait classiques dans leur manière spontanée, typique, on dit, de mouvement pour voir justement si cette mise en mouvement est favorable à un rattrapage, à permettre un meilleur développement global de l'enfant après. Ce qui a été fait donc dans l'équipe de Marianne Barburotte, c'est des interventions motrices précoces sur la locomotion des tout petits, vraiment à la sortie de couveuse. Elle a un programme où elle fait un entraînement à 4 pattes sur un skateboard qui est tout à fait adapté, donc elle les met allongés, des tout petits bébés,
sur des petits skateboards pour qu'ils soient extrêmement stimulés dans leur motricité à quatre pattes avec les membres inférieurs, les bras et les jambes. Et ils ont montré que le tout petit réagissait déjà aux odeurs maternelles. Il y a une stimulation. S'il y a une odeur, le lait maternel qui est présenté à un endroit, le petit va être stimulé. Donc, il y a vraiment des programmes de stimulation du mouvement, de la motricité du tout petit. Et le mouvement quadrupède est super important afin de prévenir des éventuels défauts autres cognitifs qui pourraient se développer plus tard. Vraiment parce que du fait de cette imbrication entre un développement moteur et un développement harmonieux de l'ensemble du système nerveux central. Donc chez le nouveau-né, je vous ai dit, il y a vraiment tout de suite un couplage entre l'olfaction et les mouvements de la tête et la locomotion. C'est très très vite différencié. Comme ramper permet au nouveau-né de se rapprocher du sein maternel juste après la naissance et il facilite aussi l'interaction mère-nourrisson. Ça peut être aussi intéressant, je vous disais, l'odorat en fait partie. Alors en classe, on peut être gêné par une odeur et ça peut nous perturber complètement. Ou dans une salle, on peut plus penser à autre chose qu'à ça. Et ça peut être aussi un facteur favorisant pour promouvoir le mouvement. Donc les flux visuels, je vous l'ai déjà dit, hein, ils sont importants chez le nouveau-né de 3 jours au développement normal. Ils font beaucoup plus de pas en avant sur un tapis roulant en mouvement que sur un tapis statique. Je vous mentionne quelques situations douloureuses ou d'inconfort qui peuvent perturber l'apprentissage et en tout cas toute mobilisation, puisque c'est le sujet. Et il y a eu des études qui étaient déjà faites chez le tout petit, chez le nourrisson, qui montrent qu'une douleur répétée ou prolongée pourrait altérer la mise en place même des schémas moteurs. Et la perception corticale de la douleur, en fait, on le savait, c'est assez récent. Maintenant, on sait que c'est dès 7 mois de vie fétale. Il y a des perceptions possibles de la douleur et après, il y a une modulation à partir de 3 mois de vie postnatale jusqu'à 1 an sur comment réguler l'intensité de la perception de la douleur. Donc, les conséquences de la douleur, là, c'est dans le cadre de l'étude du tout petit, hein, mais c'est vrai chez tout le monde, je pense, pas dire de bêtises là. Les réponses immédiates, elles sont liées au stress. Elles peuvent provoquer des crispations, donc elles sont motrices. Elles sont psychologiques, ça peut faire de l'anxiété, des insomnies, des difficultés alimentaires, des réponses à plus long terme, des déficiences neurosensorielles et cognitives, donc langage, mémoire et motricité, déficit d'attention et altération de l'état de santé général. Donc en fait, la douleur que chacun peut éprouver ou un élève quand il est devant vous, selon son état, si la douleur, c'est encore quelque chose de physique, hein, il faut essayer de pas la sentir. C'est que de toute façon, il y a un tas de choses qui se passent en réponse à la douleur, de sécrétions et je vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que, ça va être très dur de se mobiliser pour un enfant qui est souffrant, comme pour un adulte qui est souffrant, hein, ouais. Quand vous dites douleur, vous parlez de souffrance, physique uniquement ou aussi psychique? Et notamment aussi dans la partie, fœtale puisque c'est avant? En fait, je suis pas je veux pas trop vous répondre précisément parce qu'il faudrait que je revoie l'étude complète pour vous dire, ce qu'ils ont regardé. Mais effectivement, il y a de la douleur, psychologique, stress, anxiété et ça, c'est des réponses physiologiques. Donc il y aura aussi des relargages, qui vont perturber, tout le fonctionnement. Bon, vous le savez, hein, qu'un enfant anxieux ou qu'un adulte anxieux, on a plus de mal à apprendre, dans des situations d'anxiété et il y a notamment, ce que je trouvais intéressant dans ces rapports-là, c'était en fait qu'il y a une attention qui va être portée aux stimuli liés à la menace et donc plus de focalisation sur, le propos, en fait. Sur le lien entre développement moteur et cognitif, là, je suis partie vraiment sur tout le tout petit, le bébé, pour vous le faire appréhender. Il y a votre propre expérience et puis il y a, ce qu'on sait des interventions précoces chez le tout petit, qu'on favorise vraiment. On essaye vraiment d'avoir des diagnostics, très précoces avant 2 ans pour proposer des prises en charge, notamment avec la motricité. Je vous mentionne ici les programmes danse et rééducation qui a été proposé par un laboratoire à Toulouse, les laboratoires où je suis affectée en fait maintenant, où ils s'intéressent à la danse et au rythme dans la prise en charge des enfants ayant une paralysie cérébrale. Donc la paralysie cérébrale, c'est un trouble congénital qui touche le moteur et aussi souvent le cognitif, à des niveaux très variés. Ça ne va pas être le même handicap pour chacun. Et donc, cette équipe a un programme Danser pour apprendre et ils étudient notamment que l'apprentissage de la danse avait un effet bénéfique sur l'ensemble du développement cognitif chez les enfants paralysés cérébraux. Et maintenant, ils travaillent sur le rôle du rythme dans les effets moteurs, cognitifs, psycho-affectifs, sociaux chez des enfants ayant des troubles moteurs. Pour vous donner quelques exemples. Et là, j'ai envie un peu d'aller vers des pathologies parce que ce lien entre développement moteur et cognitif, j'en ai beaucoup parlé chez le tout petit. On l'a appréhendé chez l'enfant dans ce que je vous ai rapporté sur les situations aussi avec Roselyne et d'apprentissage des sciences. Pour vous, ben, vous le sentez aussi.
Et puis, il y a aussi des données qui sont beaucoup plus tard dans les mécanismes de dégénérescence, où là, on a bien sûr moins de plasticité, hein. Je dis la plasticité, c'est dans les moments plus quand on est petit. Mais n'empêche que je trouvais intéressant de rappeler que même pour ce qui est mobilisation complète, garder de l'engagement chez une personne vieillissante et de la présence intellectuelle, il a été montré que l'exercice physique améliorait, dans des cas d'Alzheimer en particulier, améliorait l'état mental et la santé générale et même un peu le bien-être. Donc les activités sont protectrices et peuvent être préventives pour l'amélioration de la mémoire, de la cognition, du sommeil et de l'humeur. Et nous, en recherche plus fondamentale, on va regarder quels sont les médiateurs, qu'est-ce qu'il y a en aval de ces stimulations. Et il y a des croissances de nouveaux vaisseaux sanguins, il y a de la réduction du stress, ça je vous l'ai dit. Et on va aussi beaucoup s'intéresser à l'autophagie, c'est la capacité des cellules à éliminer, qui est propre à la cellule. L'angiogénèse, donc c'est vraiment la capacité des réseaux de vaisseaux sanguins à se redévelopper. La neurogénèse et la plasticité synaptique dont on a déjà parlé. Donc voilà, tout ça, l'exercice physique va jouer là-dessus. Et pour vous montrer comment le cerveau est lié à tout son environnement physique aussi, bon, c'est dans la maladie d'Alzheimer où il y a vieillissement moteur et cognitif. Il y a eu plein de types d'entraînements qui ont été testés dans le papier que je vous cite là de 2023, des entraînements aérobies, des entraînements par intervalles de haute intensité où ils ont regardé ce qui était modulé comme facteur de croissance. Ce qu'ils ont vu aussi, je vais m'attarder juste là-dessus, c'est qu'il y a une myokine qui est libérée, un composant, là, c'est tyrosine, qui est libéré par le muscle pendant l'exercice et qui va protéger l'hippocampe. Vous savez, c'est le siège de la mémoire qui est affecté dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, l'activité musculaire, la recherche va, ce qu'on a en fait un peu intuitivement perçu ou par l'expérience, on va aller regarder quels sont les facteurs qui sont impliqués. Et ce facteur, donc libéré par le muscle squelettique, est capable d'aller protéger l'hippocampe en favorisant notamment la prolifération. C'est important d'aller au bout, pas que d'être dans l'intuition, mais d'aller démontrer quel est ce lien entre activité physique et psychosociale. C'était pour vous dire que même en entreprise, les gens utilisent l'activité physique parce que ça a plein d'avantages, notamment de réguler le cycle circadien, donc ce qui est essentiel pour un sommeil de qualité, que ça diminue le stress et l'anxiété. Et ça, il y avait une étude qui a été faite, voilà, Planchard et al, là, en 2018, où c'était une recherche participative, où c'était pas juste pour que le responsable de la boîte soit content d'une meilleure efficacité, mais il s'enquérait vraiment du bien-être des employés. Et ils avaient d'ailleurs testé, je crois que c'est dans cette étude-là, selon l'activité quotidienne des employés, quelle était leur activité physique qu'ils choisissaient. Et il se trouve que ceux qui avaient des activités extrêmement physiques choisissaient le tai chi. C'était tai chi qui était proposé, je crois, et puis renforcement musculaire. Les sédentaires voulaient du renforcement musculaire et ceux qui étaient éprouvés déjà physiquement, qui n'avaient pas besoin de renforcement musculaire, choisissaient le tai chi et ils voyaient vraiment un meilleur état physique et une disponibilité, un bien-être éprouvé par les personnes. Voilà, j'avais envie de vous balayer un peu tout le développement du bébé, enfin même avant le bébé jusqu'à la fin, pour aborder ce problème du corps et de la mobilisation et comment être présent. Et je voudrais utiliser les dernières minutes pour parler de vos outils dans la mobilisation et la présence à l'autre par votre expérience et si vous avez des choses à partager. Et moi, je vous mentionne juste à quel point le rythme, on l'a vu tout à l'heure, peut être important, la voix de l'enseignant est super importante. C'est des paramètres, j'ai pas le temps d'en parler, hein, ce serait d'autres façons, d'autres confs, mais qui sont hyper importantes pour la mobilisation. Et le rire, c'était quelque chose que je trouvais intéressant dans cette publication qui date un peu, mais comme c'est un signal vocal positif, il attire l'attention et il a une pertinence sociale. Alors, pas le rire sarcastique, hein, ils ont fait une étude super bien. Il y a eu des études aussi sur un ton triste, un ton neutre et un ton enjoué, ou ça change énormément. L'attention et la mobilisation, d'ailleurs, on le sent, hein, quand on prend la parole. Moi, je sens si je vous parle comme ça, je suis mobilisée. Si je vous parle comme ça, je suis pas très mobilisée, quoi. Donc, c'est ma voix, mais c'est aussi comment ça vous impacte, quoi. Et c'est ça, je pense que c'est vos outils dans votre quotidien aussi. Et le rythme, les changements de rythme, j'aurais voulu en faire plus, mais les petits moments de se lever, on a l'impression, j'ai même failli pas vous le faire faire en disant on va perdre notre temps. Même là, aujourd'hui, moi, je fais l'expérience que c'était pour moi, après vous me direz vous, mais mieux d'expérimenter que de croire que tout mouvement, parce que j'ai un message intellectuel à vous faire passer, va parasiter le message. Je crois que c'est un sain dosage que je maîtrise pas encore. Ah là, c'était vraiment expérimental avec vous pour que
vous sachiez que vous pouvez avoir ça dans vos outils. Et puis les routines à soi même, comme pour l'appel, ben à vous. Je veux bien vos retours si vous avez à vous partager entre vous des outils. Roselyne, si tu veux intervenir aussi. Moi, Ouais. des outils, il y en a des tas. On a des tas d'illustrations ici avec la littérature. Mais la littérature, moi, j'ai été surprise de recevoir, parce que je suis abonnée à cette revue, les cahiers pédagogiques, qui parlaient ce mois-ci, alors que ça fait quoi, plus de 6 mois qu'on a choisi le thème de la mobilisation comme sujet phare. Les cahiers pédagogiques qui parlent de se remobiliser, qui en parlent comme un facteur de motivation, un vrai facteur de motivation. Tu avais les autres situations où il y avait mouvement. L'escape game peut-être? Oui, absolument. L'escape game qui permet vraiment de construire une situation de classe où on va pouvoir apprendre en bougeant. La classe dehors, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui permet des temps où on a le droit d'utiliser son corps comme on veut, mais aussi d'autres temps où on va se rapprocher un petit peu plus de l'apprentissage qu'on est en train de faire, et puis qui associe également beaucoup d'émotions. Quand on avait parlé des classes dehors que vous avez peut-être proposées déjà, ou bien bénéficié de classes dehors, et pas que dans le contexte de la gym ou du voyage scolaire. Ce serait vraiment changer de cadre. Ce que c'est que mettre de la plasticité et de la souplesse dans le cadre, une forme de liberté de mouvement, et puis un recul, comment ça va être intégré après ce que vous avez fait expérimenter ou l'apprentissage que vous avez donné, que ce soit des maths, de l'histoire en extérieur. Comment le ramener, faire le lien entre ce qui a été appris à l'extérieur et le remettre à l'intérieur? Comment ça peut sans doute aussi favoriser l'intégration, de changer de contexte et de réentendre la même chose dans 2 cadres différents? Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça donne une forme de recul, de distance et en même temps de ramener le propos et l'essentiel de ce qui a été emmagasiné, dans un lieu. Donc des espaces sûrement d'assimilation et de réutilisation, comme une mémoire enrichie. Il y avait aussi le fait d'accompagner l'enfant à comprendre que l'espace où il est va créer des distorsions dans ses apprentissages. Par exemple, ici, vous entendez le bruit qu'il y a dehors. Des fois, on est tellement pris par ce bruit de dehors. Dans la classe, on va être pris par le bruit de la classe. Ça peut être intéressant d'amener l'enfant à se remobiliser sur lui-même, lui proposer des outils comme les casques anti-bruit qui vont lui permettre de se remobiliser sur son apprentissage en faisant une sorte de barrière avec l'extérieur. Ouais, pour le corps, où je pense vraiment revenir, j'aurais pu vous le proposer 5 fois pendant le topo, de vous étirer ou de fermer vos yeux 2 minutes, quoi, de s'autoriser ça et d'autoriser ça à vos élèves, parce qu'on peut simuler l'attention aussi. Et c'est ce petit recul qui, à mon avis, peut être intéressant dans l'apprentissage. On peut simuler une mobilisation et on peut être mobilisé avec suffisamment de tranquillité, parce que tout ce qui est tension et anxiété, ça va nuire à l'apprentissage. Et il y avait une chercheuse de Lyon qui travaille sur la rêverie, ce qu'elle appelle aussi le vagabondage mental. C'était associé à de meilleures capacités d'apprentissage implicite, mais c'est un peu comme quand on fait une sieste et qu'on se relève et on est plus attentif, ou si on s'absente un peu et qu'on entend tout d'un coup quelque chose, on est très percuté par ce qui se dit. Je pense que c'est aussi une histoire de rythme, en fait. Une autorisation à moduler son rythme d'attention et peut-être une nécessité d'être encouragé là-dedans. Et je vous avais donc le rythme, je pense que c'est vraiment un truc important. Je vous avais parlé très brièvement de la fantaisie. Alors, il y a une équipe de Grenoble qui travaille beaucoup là-dessus, Hélène Levenbroek. C'est une mémoire photographique particulière. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle travaille aussi sur le langage intérieur, Hélène, et sur l'imagerie mentale. C'est une mémoire photographique particulière. Visualise un chien. Eh ben, en fait, il y a des gens qui sont pas capables de l'imager. C'est une imagerie qui se fait pas. Ça peut être l'image, ça peut être le son. On peut ne pas l'entendre. Nous, on peut imaginer, si on imagine un loup, 80% de la salle, on peut imaginer un loup plus ou moins dans notre tête. Et cette mentalisation, c'est pour ça que votre collègue qui parlait des maths et de la mentalisation, c'est intéressant. C'est important, je crois, de savoir qu'on a tous des outils sans être pathologiques, mais on n'a pas tous les mêmes ressources. Il y en a même qui peuvent être absentes alors qu'on les croit présentes. Et pour un enfant qui a une aphantasie, ce qu'elle rapporte, c'est qu'apprendre directement à lire dans sa tête, sans passer par une phase de lecture à voix haute est extrêmement difficile, parce qu'il y a cette petite voix, la petite voix où quand, vous prévoyez une activité, vous pouvez peut-être être en train de vous dire: «Bon allez, je vais», mais vous le dites dans votre tête. Quand on commence à la dire, c'est un peu différent, et c'est pareil pour l'orthographe. Ce sont des personnes qui pourront avoir plus de difficultés à accéder à la forme écrite d'un mot dans leur tête. On n'en parle pas beaucoup de ces petits langages intérieurs, de ces représentations, ces imagiers intérieures. Et si c'est, je connaissais pas pour les maths qui a ça, et ces représentations mentales, mais ça paraît juste, on en a plein quand on apprend des représentations mentales.
Mais peut-être justement comment se donner des moyens de rendre visibles ou de les éprouver quand, on n'a pas tout en interne. Et puis vraiment n'hésitez pas si vous avez envie de vous partager des petits outils, sur la mobilisation. Donc je relis attention, motivation, mise en action, présence active, écoute, participation, engagement, énergie, mouvement. S'il y a des points sur lesquels vous avez envie de revenir ou de questionner, n'hésitez pas. Moi, j'ai réagi en souriant intérieurement, extérieurement à une de vos phrases et je me suis dit, est-ce que vous, pendant votre présentation, vous avez été consciente de nos vagabondages mentaux? Je peux pas tout voir. Je peux voir un peu. Je peux voir, au regard. Consciemment, vous l'avez fait ou c'est votre professionnalisme qui fait que vous vous dites, ah, elle a décroché, il a J'y suis décroché. je crois que je suis attentive au corps en fait, Oui, et aux expressions. c'est le corps. Mais ouais, D'accord. le corps, le regard, Oui. et l'attitude, ouais. De toute façon, quand vous êtes devant un public, on voit la manière d'être, d'être mobilisé. Moi, je suis sensible, bien sûr. Quand vous enseignez, quand vous faites un topo ou s'il y en a qui font des spectacles, on voit si les gens sont réceptifs ou pas et on peut feindre et on Mhm. peut, être absent mais très là ouais. Mais ça n'a pas fait partie de d'un de vos objectifs. Non, vous étiez Ah, pour dans moi, votre, non. C'est vrai que moi, je suis sensible à ça fait beaucoup de choses, mais c'est oui, hyper important, hein. Je sais que la mission d'un enseignant, elle est énorme, hein. Moi, je le fais 1 h 30, 2 heures là, mais je sais la charge que c'est de prendre en compte cette notion de mobilisation. Et à côté de ça, oui, d'être sensible attentive à vous, à vos mmh, réactions, mmh, et puis vous, de vous inviter à expérimenter pendant ce topo, quoi. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qu'il y est trop? Qu'est-ce qui bien est sûr. Voilà. Moi, j'avais une question du coup, est-ce que ça mériterait pas que les élèves puissent bouger dans la classe, qu'en fait, ils puissent se lever et leur permettre de s'asseoir, de remodifier la manière? Bien sûr, c'est ce que je voulais vous faire expérimenter parce que vous êtes amenés à être avec des petits. Je me suis demandé si ça allait en fait me perturber en timing, hein, de vous faire bouger un peu trop, mais j'avais prévu encore plus que la petite choré, que la passation de la balle au début, pour l'appel. Je crois que c'est pas du tout une perte de temps et que ça vaut la peine d'être proposé en Parce que dans cours avec les cette appréhension. Moi, j'ai des adultes devant moi, vous venez pour une con et je me suis rendu compte que j'avais une petite inhibition pour vous proposer ce que j'avais prévu de vous faire expérimenter. Donc oui, j'imagine bien qu'en classe, c'est pas évident de dire tout d'un coup: «Déambulez dans la classe pendant 3 minutes» ou «Étirez-vous pendant 3 minutes» et je pense que c'est génial de le faire, quoi. les pays du Nord le proposent en plus. Ils proposent d'aller dans les forêts, ils proposent d'être au contact de la nature encore plus, mais de faire les apprentissages, au sein de la nature justement. Qui est-ce qui le propose? Je crois que c'était la Finlande qui proposait ça. Mmh. Là-dessus, ils étaient quand même bien renommés. Ouais, là, c'est un environnement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois. L'environnement, il peut devenir de plus en plus large, mais déjà, quitter sa chaise, qui est son environnement le plus proche quand on est scolaire, hein, c'est déjà génial, quoi. Aller dans la nature, ce serait top, mais au moins pouvoir quitter sa chaise, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et je ne sais pas si je peux me permettre une autre question, c'est par rapport aux écrans. Est-ce qu'on peut quand même utiliser les écrans parce qu'ils sont quand même là? Comment on peut faire coïncider les 2? Alors, il y a des histoires de posture. Par contre, tous les flux optiques sont importants. Le problème avec tout ce qui est écran, je crois que c'est en Asie, hein, mais je sais plus dans quel pays, ils se sont rendus compte que le niveau de myopie augmentait à un point c'est à Singapour. On sait que pour la myopie, de rester focusé comme on l'est, et puis d'aller regarder dehors et de revenir, hein. Donc les écrans, en tout cas, si au moins on a un timing de toutes les 10 minutes, reconnecter l'environnement, reconnecter son corps et reconnecter les autres. Sinon, il y a une tête de focalisation qui va finir par être délétère, physiologiquement pour la vision, c'est prouvé, hein, effectivement, mais aussi pour les apprentissages et cette hypokinésie dont je vous parlais au début, on perd la représentation du corps, quoi, et vous avez vu comme c'est important pour les apprentissages, notamment du calcul, des sciences, mais sûrement qu'il y a une balance, hein. Je suis pas une anti-écran, mais voilà. Et et pour ce qui est du réaménagement de la classe, puisque tu en as parlé, à Canopé, on fait une excellente formation qui peut être demandée pour réaménager l'espace de classe. J'avais une, question. L'apprentissage passerait par, le mouvement du corps de l'enfant et cetera. Vu que les enfants évoluent dans un environnement qui bouge beaucoup avec les écrans et cetera, l'enseignant pourrait pas être un peu un acteur, mais c'est-à-dire, bouger en même temps pour focaliser l'attention? Parce que comme ils sont habitués que ça bouge beaucoup, je sais pas comment expliquer. Si l'enseignant bouge beaucoup dans la classe, Oui, mais pas n'importe comment, mais en fonction, est-ce que ça capterait plus l'attention je de sais pas.
Et je suis un peu trop scientifique, du coup, j'ai envie de dire, il faudrait que je regarde si ça a été testé, scientifiquement. J'ai pas de réponse, peut-être parmi les présents, il y en a qui ont déjà essayé ça, Par mais rapport à ce que vous dites, qui ont développé, des gestes, c'est l'enseignement explicite. Steve Bissonnette et collaborateurs, ils ont développé des gestes, professionnels justement, qui, permettent de remobiliser l'attention et donc c'est assez intéressant de voir en dehors de si on est d'accord ou pas avec l'enseignement explicite. Alors je parle de l'enseignement explicite des comportements, pas de l'enseignement explicite, disciplinaire, mais ils ont répondu à ça. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Franck Ramu, qui est un chercheur, il a, aussi, développé des réflexions et des pensées sur les écrans pour justement cibler qu'est-ce qui particulièrement dans les écrans était positif, favorable aux apprentissages et ce qui l'était non, pas. je connais pas moi les mouvements explicites. Par contre, je pense que vraiment des petites séquences toutes petites, même un petit rebond, même vraiment fermer les yeux et se reconcentrer, sur sa son souffle. D'abord, on en avait parlé avec Roselyne quand, vous pouvez arriver en tant qu'enseignant dans des états de venir en cours, c'est difficile de vous fier à vous, quoi et si vous avez envie de dire: «Tiens, bah, aujourd'hui, on va, respirer, puis on va juste écouter son souffle dans ses mains», vous synchronisez tout le monde et en plus, vous vous faites du bien donc enfin, moi, j'aurais envie de vous encourager en sachant que c'est pas évident de prendre ce petit risque. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un risque, en fait, hein. Merci parce qu'on va s'arrêter là pour votre participation.